pas vrai, comment est-ce que les gens la vivent comme ça, et rien n'est efficace, et machin, et tu restes en fait dans ta petite bulle de la France c'est comme ça, et puis nous ça marche vachement mieux. Ou alors tu te dis tu sais quoi, je vais m'adapter. Au début c'est dur, et au final ça te fait vachement grandir parce que tu t'apprends à vivre d'une nouvelle manière, et en fait ça marche très bien aussi. On est rentré en France et avec Elodie on a lancé un média cosmétique qui s'appelait The Beauty Nerd. C'est là que je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup tout ce qui touchait aux réseaux sociaux. J'adore montage vidéo, tout ce qui est pareil, la création du site, j'ai trouvé ça trop bien. En fait tous les gens qui me suivent, avec qui j'échange, ils sont trop sympas. Et ça me motive en fait vraiment parce que je vois que j'analyse vraiment le contenu qui intéresse et qui intéresse moins, les questions qu'on me pose pour essayer d'y répondre. Des trucs tout bêtes, mais j'ai un gâteau d'anniversaire à faire pour mon fils ce week-end, je sais pas comment m'y prendre. Enfin, voilà, moi j'ai une vidéo, un article un peu qui peut aider. Trop bien. Hello et bienvenue dans le Sens au carré, le podcast produit par Awake qui te fait rencontrer les rôles modèles de demain. Je suis Lucie Mourer et j'ai le plaisir de partager avec vous ces rencontres. Alors, qu'est-ce que c'est un rôle modèle ? C'est quelqu'un dont le comportement, l'exemple ou le succès peut être imité par d'autres. Alors ici, notre idée, c'est de vous faire rencontrer toutes sortes de parcours, de personnes et de vous permettre de vous inspirer tous les mois avec des invités qui auront la générosité de partager un peu de leur histoire. Chose rapide à savoir sur moi. Je suis lyonnaise et fière de l'être. Je travaille chez Awake depuis 2021 en tant qu'ingénieure multitâche, awakeuse et comédienne et surtout passionnée de comédie musicale. Ici, je serai avant tout votre hôte pleine de curiosité. Alors c'est parti pour une bonne dose d'inspiration et bonne écoute. Envie d'une dose d'inspiration ? Accrochez-vous, car le parcours de Clémentine est une véritable bouffée d'air frais. Dans cet épisode, on part à la rencontre d'une femme qui n'a pas peur d'explorer de nouveaux horizons et de se réinventer au gré de ses passions. Alors Clémentine, c'est d'abord une ancienne skieuse de haut niveau que j'ai rencontrée grâce à Naïs, avec qui j'avais pu réaliser un ancien épisode, qui a goûté à la compétition et aux rêves olympiques. Mais, après une remise en question à 17 ans, est-ce que le sacrifice en vaut la peine ? Elle a décidé de tracer sa propre voie ailleurs, en acceptant de naviguer à vue et en gardant toujours le cap sur ce qui la fait vibrer. Et cette voie, elle l'a trouvée en explorant 1001 expériences, des études de commerce, un séjour en VIE au Brésil, une aventure dans les cosmétiques et finalement la pâtisserie. Et aujourd'hui, Clémentine partage ses recettes gourmandes et ses conseils avisés depuis son CAP sur Clean's Kitchen, sa chaîne Insta et TikTok où elle transmet sa passion et son goût pour l'entrepreneuriat. Elle me prouve qu'il est possible de se lancer, d'échouer, de se relever et en vrai de réussir, en gardant toujours en fil conducteur la soif d'apprendre et de partager. Alors, si comme moi vous êtes prêts à faire le plein de good vibes et à découvrir comment chaque expérience peut devenir un tremplin vers l'épanouissement, je vous souhaite un très bon épisode et de vous laisser inspirer par la résilience et l'audace de Clémentine. Bonjour Clémentine, bienvenue dans le Sens au carré. Je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui. En plus, tu m'as donné la chance de venir directement vers moi au bureau de Wake, donc je joue à domicile. Merci de m'avoir invitée, c'est super. Et j'ai pu prendre contact avec toi via Naïs, que j'ai rencontré, avec qui j'ai eu une discussion dans un précédent épisode. Et c'est vrai qu'en prenant contact avec toi au départ, j'ai été super hypée par le fait que tu avais eu différentes expériences dans des milieux où au départ tu étais vraiment dans une découverte à chaque fois des milieux et qu'il y avait beaucoup de curiosité et j'ai trop hâte de reprendre un petit peu ton parcours avec toi pour le faire découvrir à ceux qui écoutent l'épisode. Et bien, pour commencer, Clémentine, est-ce que tu pourrais te présenter de la façon qui te fait plaisir ? Oui, bien sûr. Donc du coup, je m'appelle Clémentine, j'ai 32 ans. Je suis actuellement enceinte de 9 mois. Ça se voit bien. Donc ça va tout seul. À tout moment, je suis toute seule. Donc, j'habite à Lyon, mais je viens de Savoie, d'une petite station de ski en Savoie. Et actuellement, je suis auto-entrepreneur dans le monde de la pâtisserie. Donc voilà, c'est une nouvelle carrière qui date il y a vraiment pas longtemps, moins d'un an. Et à la base, je me destinais pas du tout à ça. Enfin, c'est-à-dire que j'ai eu, comme tu disais, pas mal d'expériences depuis jeune qui m'ont menée en fait vers la pâtisserie, mais sans que ce soit forcément prédestiné à ça à la base. Voilà. Donc, je sais pas si tu veux que j'en parle. Je pense qu'on va en parler. Ouais. En plus, vu comme je suis gourmande, c'est sûr qu'on va y aller. Et c'est quoi la dernière chose qui t'a fait kiffer, du coup, là, ces dernières semaines
La dernière chose qui m'a fait kiffer, c'est de c'est de lire un cours sur les levures Ok. en parce que du coup, j'ai attaqué une formation pour faire le CAP boulangerie et je rentre dans un nouveau monde et j'adore, alors je fais de la pratique, mais là, je suis vachement à la partie théorique et j'adore. En fait, Ok. ça me fait anticiper la pratique, j'adore et c'est vraiment, je me pose, je me prends un peu de temps pour moi pour en apprendre sur ça et ça en fait, de plonger dans l'apprentissage d'un nouveau, domaine, c'est trop bien. Parce que toi, de base, t'es plutôt le genre de personne qui euh, commence à toucher la farine et la levure et qui se dit oh, ça fait ça, ou t'es plutôt le genre de personne qui lit le bouquin et qui après vient faire avec les mains? En vrai, ça dépend. Je vais pas surétudier avant de me lancer et disons que si je me dis: «Bon allez, là, je vais faire, ce type de recette, ce type de pain ou quoi», que j'ai jamais fait, je regarde un peu avant, mais j'y vais, mais je me dis toujours: «Ça passe». Ok. Ça passe pas toujours, mais je pars toujours en me disant: «Ouais, ça va le faire» et du coup après en général, une fois que j'ai tenté une fois, je me plonge vraiment dedans pour en apprendre plus. C'est ce qui se passe exactement avec le CAP boulangerie. Je me suis Ok. lancée dans des recettes de pain et tout qui ont, moitié foiré. Et du coup, là, je me suis dit, bon, peut-être qu'il fallait que j'apprenne un petit peu plus de la théorie pour pouvoir me lancer plus correctement, on va dire, dans l'apprentissage manuel, enfin pratique, quoi. Ok. Voilà. Ok. Ça marche. Bah merci pour ça. Et donc dans l'avancée un peu de l'épisode, j'aime bien redémarrer un petit peu par le commencement et te demander, bah toi, t'étais quel style d'enfant entre l'école, le collège Alors, quel style d'enfant? J'étais un... Je bougeais vachement. Je faisais plein d'activités. Tous les ans, enfin, n'importe quelle nouvelle activité qu'on pouvait faire dans le cadre scolaire ou dans le cadre pas scolaire, je m'inscrivais. Donc, en fait, Ok. comme je t'ai dit, je suis née en station de ski, donc en Savoie, donc à Notre-Dame-de-Bellecombe. Je sais pas si tu connais. Moi, j'ai pas la ref, mais ceux qui auront la ref, Voilà, content de l'entendre. voilà, ceux qui connaissent. Et donc, du coup, j'ai été dans le milieu du ski de par ça et de par ma famille depuis toute petite. Donc, ça a été une activité qui est quand même restée et qui est devenue super importante au fur et à mesure. Mais à côté de ça, j'ai fait de la gymnastique acrobatique, de l'escalade, de la poterie, du badminton. Enfin, toutes les activités qu'on pouvait tenter, soit le soir, soit l'après-midi après l'école. J'aimais bien m'y inscrire. Donc, vraiment, à essayer, euh, à essayer plusieurs choses. Et j'étais aussi assez scolaire, sans trop l'être. Ça a toujours été à l'école Mm. scolaire niveau contrôle, tout ça. Enfin, donc, Ouais, plutôt ok avec le ouais, côté ouais, ouais. compète, enfin, pas compète, mais J'aimais bien l'école, vraiment. J'aimais bien toutes les matières plutôt littéraires, les langues, le français, tout ça. Et c'est resté comme ça jusqu'à la fin du lycée, puis même après. Donc, à ce niveau-là, rien d'exceptionnel, mais rien qui m'a traumatisée non plus, on va dire. Et j'ai une question qui me vient parce que on pourrait avoir un peu le cliché que quand on a quelqu'un qui est assez sportif en face de soi, euh, il y a un rapport à l'école un peu aussi dans la performance. J'ai envie de performer, etc. Est-ce que toi, c'était ça ou c'était plus j'aime bien découvrir et finalement je fais du sport parce que ça me plaît, parce que j'aime bien réussir, mais pas Non, je pense qu'il y a forcément. quand même toujours eu un rapport à la Ouais. performance, de par mon caractère, de par ma famille aussi, parce que ma mère donc était championne de ski, mon père entraîneur des équipes de France de ski. Donc en fait, la compétition a quand même toujours une importance dans ma famille, sans qu'on me dise: «Faut que tu sois la meilleure, faut que tu sois la meilleure», mais il fallait quand même donner tout ce que tu avais. Hmm. Enfin, c'était pas juste participer pour participer. Si tu participes à quelque chose, tu donnes tout ce que tu as. Enfin, Ouais. voilà. Enfin, Après, il on n'y avait attend pas la plus de toi pression pour... 102% que Voilà, il 100%. n'y avait pas la pression de gagner. En fait, c'est venu un petit peu naturellement. À l'école et au ski aussi. Donc, comme je te disais, j'ai commencé à... Donc, je faisais du ski alpin et j'ai faisais comme tous les jeunes, des petits, des courses de ski. J'ai commencé à gagner des courses de ski quand j'avais, je sais pas, 8, 9 ans. Et à partir de là aussi, on y prend goût, je pense, à Hmm. la compète. Donc j'ai pris le goût dans le ski, on y prend goût en fait un peu dans Domaine. tous les domaines ouais, auxquels on touche. Donc ouais, j'ai pas l'impression que ça m'ait marqué Ouais. pareil, de manière malsaine la compète, à cette époque-là du moins, mais c'était présent. Et
Et donc du coup, tu poursuis après au collège. Au collège, tu étais, toujours, dans un collège normal ou tu as fait du À sport-études? partir, du collège, en fait, le ski a commencé à vraiment prendre une grosse, OK. part. Alors j'étais au collège à Megève, ce qui est un sport-études, où on a des horaires un petit peu aménagés pour aller skier et en fait, à la fin du collège, en troisième, je suis passée au collège d'Arèche-Beaufort, le même que OK. Anaïs. D'accord, c'est les chemins se recroisent. Voilà, en fait, on s'est connus, nous, en sixième avec les courses de ski, puis après on a été dans la même chambre d'internat, du OK. coup, au collège, en troisième. Où là, c'est plus intense en termes de sport-études, où c'est vraiment tout tourné pour pouvoir, perfer, en fait, Mmh. qu'en ski. Et à la suite du collège, du coup, j'ai été sélectionnée en pôle France, donc à un lycée le même que Naïs, on Ouais. se suivait là-bas, à Albertville, où là, pour le coup, on a cours c'est quoi? C'était fin avril à début novembre, seulement. Tout l'hiver, c'est pour le ski et en plus, les périodes de cours sont entrecoupées par des périodes de stage de Mmh. ski et tous les jours, c'est sport. Donc c'est vraiment, en fait, il faut avoir des bonnes notes à l'école pour pouvoir être dans ce genre de structure, de ski. Ah donc on a misé sur toi, il faut C'est que tu ça, sois voilà. polyvalente. Et là, c'est un peu le Graal, hein, d'avoir ça quoi, à la fin du collège. Et du coup, donc à l'époque, ouais, l'objectif de ma vie, c'était, tout tournait autour du ski. L'école tournait autour du ski. Enfin, vraiment, c'était vraiment pour arriver à aller en équipe de France, en coupe du monde, aux JO, pourquoi pas. Mmh. Et ma première année au lycée, donc j'ai changé d'équipe, et bah, comme Naïs, ça s'est pas bien passé, pour des raisons variées, notamment on change d'équipe, on change de coach. Moi, ça s'est super mal passé, avec les coachs qu'on avait dans cette nouvelle équipe et je pense que là, ça marque un tournant, les 2 premières années, même le lycée de manière générale, mais les 2 premières années de lycée, tout change. C'est-à-dire Ouais. que tout ce qui me définit, le ski et tout, je commence à vraiment plus performer. Je me suis jamais blessée ou quoi, j'ai vraiment toujours eu de la chance à ce niveau-là. Mais ouais, du coup, je passe de meilleure française, au classement, final de fin du collège à, des horribles résultats en moins d'un an. Je perds toute ma confiance en moi parce qu'en fait, tout ton monde gravite autour de Ouais. quelque chose. En fait, tu perds un peu ton niveau, tu perds ta confiance en toi dans le ski, pour le coup, qui était mon sport. Ben, j'ai perdu ma confiance en tout. À l'école, en moi-même, c'est un peu, en plus, une période charnière quand on arrive au lycée parce tout change, les hormones, Ouais, le tout. corps change. Enfin, tu sais, c'est une période qui est déjà pas facile, si rien ne se passe d'extraordinaire. Et du coup, à cette époque-là, ça a été un peu compliqué, ouais. Et donc c'est vrai que je trouve ça intéressant parce que, comme tu le disais, on a eu l'ex, sportif, de Naïs qui, elle, a plutôt eu une blessure et donc un choc autour de ça. Toi, j'ai le sentiment que ça a été beaucoup plus au cœur de toi le désintérêt ou en tout cas la perte de Ouais, sens, c'était pas un désintérêt, c'était plus comment dire? Un comment je vais m'en sortir. OK, parce que qu'est-ce qui s'est passé? En En fait, tu fait, as fait des mauvaises performances et ouais, tu as douté ou tu as douté et tu as fait des mmh, mauvaises performances? ben, les 2 un peu se OK. sont je pense qu'on m'a fait douter Ah et du OK. coup après j'ai douté. Ah Tu OK. vois ce que je veux dire? OK, Moi je je suis comprends. arrivée, j'avais la confiance et OK. et heu et du coup, je l'ai perdu OK. et donc j'ai fait un an comme ça où franchement je pense que j'ai fait un hiver où j'ai pleuré tous les jours. OK. J'ai rechangé d'équipe à la suite de ça, je suis repassée avec mon district. C'était vachement mieux. J'ai retrouvé un entraîneur que j'avais, à l'époque, du collège, et franchement, je pense que ça m'a aidée à me réapaiser, et à retrouver une certaine confiance, mais j'ai envie de dire le mal était déjà fait. Et en fait, hem, moi je suis quelqu'un qui a toujours eu en ski très peur, de pas contrôler, de la vitesse et tout, Mmh. donc c'est quelque chose sur lequel je travaillais constamment et en fait, plus on augmente, un niveau, plus on va vite, plus on Mmh. va et en fait, il y a un moment où, à cette deuxième année, de lycée, je me suis dit, je faisais parfois des super résultats, puis dès que ça sortait un peu de ma zone de confort en termes de vitesse, en termes de contrôle, bah, bam, je repassais dans des mauvais résultats et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que enfin, je vais faire ça pendant combien de temps, en fait?» Je vais faire ça, j'ai pas eu la je pense que j'ai pas eu la force, mentale et j'avais plus assez la confiance pour me dire: «OK, je me bats pour peut-être essayer un jour de faire un truc, quelque chose» où un an et demi auparavant, je me serais jamais posé la Mmh. question, ça aurait juste été un mauvais résultat et j'aurais fait: «Bah, allez, c'est pas grave,
on continue. Et là, vraiment, en fait, je me suis dit, j'avais donc 17 ans. Ouais, j'avais 17 ans. Et je me suis dit, je fais quoi à la fin de la saison? Je me suis dit, est-ce que je rempile? Et une saison où je me sens quand même de manière générale assez mal. Est-ce que j'aime assez ça aussi? Est-ce que le ski est vraiment une passion? Ou est-ce qu'en fait, j'aime juste bien la compète et j'aime bien gagner? Et là, je gagne plus. Et je me suis rendu compte que j'aime beaucoup le ski, j'adore ça, j'en fais toujours. Maintenant, je suis maîtresse de ski. Enfin, vraiment, c'est un monde que j'adore. Je dirais pas que c'est une énorme passion. Ouais. Voilà. Et j'aime beaucoup la compète. Par contre, en revanche, la compétition, ça j'adore. Voilà. Et donc, à la fin de cette saison-là, j'ai décidé d'arrêter le ski de compète. Et du coup, j'ai changé de lycée. Il y avait une copine avec moi qui était avec nous, avec Nice, elle s'appelle Tiffaine, qui a arrêté en même temps que moi. Et donc, on a changé, on est passé en ski études à Moutier, qui est à côté d'Albertville. C'est en bas des Trois-Vallées. Voilà. Et en fait, c'est pareil, c'est des horaires aménagés où, par contre, tout est mis en place pour passer le monitorat de ski. Donc, rien à voir avec la compète. C'est vraiment pour, en fait, s'améliorer techniquement, on va dire, pour passer les examens du monitorat de ski et devenir et avoir le diplôme en même temps que le bac. Parce que moi, je me disais en t'entendant parler, waouh, si t'es passé d'un lycée sport-études objectif JO à le lycée Albert Camus d'Albertville, je me disais, waouh, ça va être violent, grave. Franchement, même la transition Albert-Moutier a été rude. En fait, ça passe de vraiment où toute ta vie est organisée autour d'un objectif à... c'est pas qu'il y a plus rien, t'as toujours un petit objectif, rien à voir en fait. T'as plus la pression du résultat, t'as plus la pression de il faut quand même que tout roule derrière au niveau scolaire et tout pour que je puisse rester là où je suis. Et en fait, c'est juste que t'avais cet objectif un peu long terme. Moi, j'avais jamais pensé, je suis arrivée en fait en terminale, où j'ai jamais pensé ce que j'allais faire comme études, enfin, je me suis jamais posé de questions, ce genre de questions, parce qu'en fait, il y en avait pas. C'était le ski. Ouais. Et du coup, là, ça arrive et tout le monde est là, moi, je vais faire médecine, moi, je vais faire ça, machin. Et toi, t'es là, j'ai fait un rendez-vous avec une conseillère de la vie scolaire, et ça m'a pas du tout aidé, j'étais là, pas super. Il y avait déjà le monde de la cuisine qui se dessinait en intérêt, parce que c'est quelque chose, j'ai toujours bien aimé cuisiner, toujours bien aimé surtout la pâtisserie. Mais je me suis pas dit à l'époque, je vais faire un CAP pâtisserie. En fait, c'était pas du tout, on m'a pas du tout poussé là-dedans. On m'a dit, tu vas faire un. J'aimais pas les matières scientifiques, mais on m'a dit, t'as les notes, donc fais un bac S, ça t'ouvre toutes les portes. Je suis pas ok. Du coup, j'ai fait ça alors que c'était pas vraiment mon truc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis un peu laissée. Enfin, en fait, je me suis carrément laissée porter par le courant. J'étais. Ouais, on était un peu amorphe à cette époque-là. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit pourquoi pas école de commerce. École de commerce, c'est bien, ça, c'est hyper général, ça ouvre toutes les portes aussi. Enfin, toutes les portes entre guillemets, si c'est pas trop ce que tu veux faire. J'étais là, ouais, d'accord, ok. Et du coup, je me suis inscrite à plusieurs concours d'école de commerce post-bac, dont l'ESDES à Lyon, que je voulais à la base. Et je me suis pas du tout inscrite en prépa ou pour faire des grosses écoles de commerce, parce que je pense que j'en avais ras-le-bol en fait de performer. Je sais pas, j'ai eu un trop-plein de tout ça. Et puis, mine de rien, quand pendant tout ton lycée, donc pendant 3 ans, t'as sur le dos des coachs qui sont pas forcément là pour te faire prendre confiance en toi. Quand on te dit, la prépa, tu vas pas dormir. Ça m'a même te dit en pas. fait, j'ai survolé l'idée, puis je me suis dit, tu sais quoi, non, c'est bien ça. Vraiment ras-le-bol d'un peu tout. Et du coup, j'ai eu ce concours pour l'ESDES, qui est une bonne école post-bac, et j'ai eu, et je suis partie à Lyon comme ça. Lyon, c'était bien parce que... Pas trop loin. Ouais, pas trop loin. Je connaissais des personnes qui étaient déjà, enfin, ça m'attirait bien comme vie. Et puis c'est comme ça que je me suis un petit peu laissée porter ici. Mais ouais, à l'époque, j'étais plus du tout dans une dynamique de compète, et même d'essayer de retrouver un intérêt à quelque chose, de me dire en fait je vais faire ça, ça a l'air super et tout. J'étais vraiment là. Voilà, j'étais là, je faisais. Bon, moi j'ai eu mon bac super, j'ai eu de bonnes notes au bac, c'était très bien. Et puis après, je me suis dit, voilà, j'ai passé le premier été que j'ai passé après le ski, je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens font l'été? Incroyablement, on était toujours en stage de ski ou en stage de sport et tout, donc en fait, j'ai eu un été où je me suis dit, je vais faire quoi? Du coup, j'ai travaillé. Je me suis trouvée, je rangeais les fruits et légumes dans un hypermarché, et après, j'ai travaillé dans une parapharmacie un autre mois. T'as quand même eu le truc, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Ah ouais.
Ouais, et puis c'était l'occasion. En plus, j'avais 17 ans et ensuite, c'était l'été de mes 17 ans où j'ai arrêté et après de mes 18 ans, donc je me suis dit: «Ben, je peux bosser, enfin j'ai l'âge, Donc autant y aller. c'est l'occasion, quoi». Ouais. Et puis Bah, vraiment, je me posais vraiment la question, je dis: «Ben, OK, on va peut-être partir 4-5 jours en vacances», je sais pas quoi, mais après je vais faire quoi de mon temps libre, en fait? C'était vraiment, mais je trouve ouais. qu'on n'en parle pas beaucoup de ce moment-là parce que, souvent on va dire: «Oui, bah, il y a ceux qui, ont un peu de mal dans la réussite et du coup on sait pas trop ce qu'on va faire d'eux». Ouais. Il y a ceux qui réussissent super bien et qui savent exactement, hyper dynamiques et puis, on parle rarement de ceux qui, bah, réussissent plutôt bien et dont, bah, ils savent pas trop non plus, quoi. Mais bon, on se fait pas trop de soucis pour eux parce qu'a priori, il y a pas de raison que ça marche pas. Ouais, et moi j'ai l'impression d'avoir été un petit peu, en fait, personne se fait il y a pas de signe apparent que ça va pas trop. Puis même moi, en fait, à l'époque, je pense que je comprenais pas trop ce qui se passait dans ma tête. Du coup, j'étais pas hyper bien, mais ça allait quand même, c'était pas non plus, Oui et puis à l'époque, c'était pas quelque chose dont on n'était pas aussi sensibilisés que maintenant exactement, sur ce ouais. Et sujet, là, je quoi. me rends compte, en fait, que la transition a été longue et a été rude au départ. Enfin vraiment, donc je suis entrée à la fac après, la première année à la fac, de m'ajuster à un système scolaire plus classique, on va Mmh. dire. Et même, en fait, le fait de travailler pour, des examens, des partiels et tout, mais sans avoir un, entre guillemets, «un véritable objectif» derrière, parce que je savais pas quel master je voulais faire. Ouais. Je savais pas, où est-ce que je voulais aller en stage. Enfin, je savais pas ce que je voulais faire, en fait, après la fac. Quel, métier, m'intéressait. Et du coup, bah, voilà, je profitais de Lyon, je profitais de la fac, Ouais mais c'était vraiment, et justement, toi, tu étais plutôt, hem, une jeune adulte, qui profitait de Lyon en sortant énormément, en profitant de tout ce que peut offrir l'école de commerce ou, ou au contraire, tu avais gardé quelque chose presque, d'un peu, hygiène de sportive, à pas forcément trop sortir et être assez ah raisonnable non. ou pas du tout? Ah Non, à non? partir du moment où j'ai arrêté le ski, non, non, on est passé en mode étudiant, j'ai envie de dire étudiant normal. Non, mais en tout cas, on sortait pas mal et tout, Ouais. ouais, ouais. Il y avait plus du tout, j'ai jamais déjà moi j'aime bien faire du sport, mais je suis pas une énorme sportive. C'est-à-dire que j'ai eu une hygiène de vie hyper stricte avec beaucoup de sport dû au ski alpin de haut niveau. Au jour d'aujourd'hui, j'adore le sport, j'en fais pas à outrance. Enfin Ouais. vraiment, C'est pas, c'est ouais. pas quelque chose, voilà, je suis pas, si je vais courir 5 kilomètres, je cours sur genre C'est vachement bien, hein? voilà. Je Non, mais j'aime bien, vrai, j'adore la rando, j'adore, ben, tout ce qui touche au sport de Mmh. glisse, il y a plein de sports que j'adore, mais je dirais pas que j'ai pas une hygiène de vie qui tourne Ouais autour du sport. Ouais, pas du tout. et du coup, quand tu as pu te lâcher, tu Ouais, l'as voilà, saisi, quoi. ouais, ouais, ouais. OK. Beaucoup plus que maintenant. Aujourd'hui, déjà mon hygiène de vie est bien meilleure. Hem, mais heu, mais ouais, du coup, j'ai pu profiter de la vie d'étudiante, classique, mais toujours avec ce en fait, c'est pas ce «à quoi bon?», mais c'est plus «qu'est-ce que je vais faire?», en fait, en étant toujours un petit peu paumée Mmh. de «ouais, qu'est-ce que je vais faire?» et tout, et c'est au fur et à mesure, heureusement la fac c'est 5 ans, du coup, on a le temps, et j'ai eu le temps de m'orienter, on va dire, vers des trucs qui me correspondent. Mais alors il y a 2 ans de tronc commun, en fait, Ouais. 2-3 ans, Un truc comme ça, ouais, c'est ça, 2 ou 3 3 ans. ans, bref, fond de tronc commun, et après on choisit un master. Alors en fonction des résultats qu'on a à la fac, on peut choisir le master qu'on veut. Moi, j'ai regardé tous les masters, donc tu as marketing, finance, heu, des masters assez spécialisés, et tu as le master entrepreneuriat, qui en fait a tous les mêmes cours que le tronc commun, mais bah, tu vois, c'est le master un peu touche à tout. Je me suis dit: «Mais c'est trop bien ça!» Allons-y! Encore, dans cette dynamique de je sais pas exactement ce que je veux faire, mais j'aime bien tout. Du coup, Mmh. c'est bien, heu et à l'époque, je pensais que je faisais ça parce que je savais pas ce que je voulais faire, et au final, je me rends compte maintenant que j'ai fait ça parce que j'aime bien toucher à tout, Mmh. et ça se rejoint un petit peu à quand je te parle de mon enfance, où tu aimes bien toujours commencer de nouvelles activités, et ben, voilà, donc en fait, le master, entrepreneuriat se se justifie C'est bien, bien. Mmh. aujourd'hui, ouais. Et c'était trop cool la fac aussi parce que, donc je t'ai dit, on avait l'opportunité de faire des semestres à l'étranger. Du coup, en deuxième année, je suis partie à Berlin. C'est là que j'ai rencontré mon mari actuel qui est brésilien. Du coup, Mmh. à la fac, en cinquième année, j'ai fini mes études à Rio, et toujours avec, des matières entrepreneuriat, Mmh. marketing et tout. Mais en fait, ça m'a permis de rencontrer plein de gens, de voir
plein de des cultures différentes et je pense que ça fait partie aussi de ma construction post-ski et de ma reprise de confiance en moi et de me dire: «OK, là, je fais quelque chose que j'aime bien» et d'arriver à me poser les bonnes questions de dans quoi est-ce que j'ai envie de vraiment me lancer et du coup, après la fac, j'ai trouvé mon premier stage en entreprise, chez Valrhona, qui fait du chocolat à côté de Ouais, Lyon. quand tu m'avais dit ça, quand on s'était rencontrés la première fois, j'étais vraiment là. Il y a quand même toujours un petit goût sucré Il quand y a même. toujours ce côté, j'adore la gastronomie, j'adore le monde de la food. J'ai pas les mains dedans, mais je travaille dans le secteur. Et je pense qu'en fait, la fac et le fait d'être à Lyon, qui est quand même une ville où la gastronomie a quand même son importance, Bien sûr. ça m'a beaucoup aidée. Et ouais, et après ça, donc j'ai fait presque 2 ans chez Valrhona, c'était trop bien. Et moi, attends, moi, j'ai des petites, j'ai des petites questions. Quand tu prends cette spécialité en entrepreneuriat, déjà, tu as 2 trucs que je trouve super importants de souligner. C'est que 5 ans, c'est long. Ouais, Même si ça passe vite. c'est Et long au que final. c'est hyper OK d'arriver et te dire: «Je sais pas ce que je vais faire». Enfin, moi, personnellement, tu me demandes aujourd'hui: «Qu'est-ce que tu fais dans 5 ans?» Normalement, je suis encore chez WEC, mais a priori, je sais pas. Moi, je me souviens qu'en entretien, on me demandait ça: «Où est-ce que vous voyez dans 5 ans?» À chaque fois, je mitonnais parce que j'étais là: «Oui, je me vois, je vais faire ça, ça, ça». Non, jamais tout ce que j'ai dit que j'allais faire dans 5 ans dans mes entretiens, j'ai jamais fait ça, hein. Genre, j'ai jamais atteint le goal qui C'est pas très grave. pas du tout, non, mais surtout parce qu'en plus, c'est pas que je mentais, mais c'est que j'inventais un truc pour pas n'avoir rien à dire. Oui, voilà. Enfin, Et puis ça fait un peu mauvais genre de dire: «Franchement, je sais pas». ouais, je sais pas, je vais me laisser vivre et on verra. Non, et du coup, ouais, c'est hyper OK, Et que tu grandis, en fait, au fur et à mesure, des rencontres que tu fais et découvre. Faut pas oublier qu'à la fac, on arrive, on a 18 ans, hein. Ouais. Donc moi, je me revois à 18 ans, je me dis: «Ouais». À 18 ans, on me demande: «Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Dans quelle carrière? Il y a tellement de choses qui se passent à ce moment-là. Ah ouais, ouais, vraiment, et en fait, c'est cool aussi de savoir si jamais tu te dis: «Bah, Ouais, voilà, bien moi, sûr. dans 5 ans, je veux faire ça, ça, ça», ou c'est possible et c'est très bien, mais rien n'est perdu si tu arrives à la fac sans vraiment savoir ce que tu veux faire plus tard. Dans un précédent épisode avec Alexis Driscoll, lui, il maintenait le fait que on ne devrait pas avoir à choisir une case, on ne devrait pas à se mettre dans une case. Donc ça, c'est une façon de penser. Et puis, il y a une autre façon de penser qui est: je sais pas, mais si je trouve un truc dans lequel aller, c'est cool. Ouais, en fait, en parlant de plus de centres d'intérêt, par exemple, la fac, il y a alors, en fonction de la fac que tu fais ou IUT ou je sais pas ce que tu fais, un truc d'apprentissage, tant que tu apprends quelque chose, moi, je pars du principe que c'est bien. Alors, parce que vraiment, là, tu vois, je te parle du CAP boulangerie, j'ai 32 ans, je me suis lancée dans une nouvelle carrière il y a 2 ans. Enfin, je pense que tu peux apprendre à n'importe quel moment de ta vie. Si tu t'y mets, tu apprends et après tu dis: «Bon, OK, trop cool, j'ai appris un truc, ça me plaît pas de ouf, donc je vais peut-être pas faire ça, de ma vie». Mais tu auras peut-être des surprises et en fait, l'apprentissage d'un nouveau truc peut t'emmener, quelque part où tu pensais pas aller à la base et en fait, quelque part qui te convient bien et moi, vraiment, l'école de commerce, c'est vraiment ça qui s'est passé au final parce que ça m'a construit un chemin. À la base, j'ai aucune idée où j'allais et au final, de juste te mettre dedans parce que moi, j'y suis pas allée en foutant rien, hein. J'ai profité de la vie étudiante, mais je me suis bossée. Ouais, c'est important de le dire, hein. Mais non, voilà. Mais et puis tu te crées un peu tes opportunités, être un petit peu, je vais pas vous dire d'être un peu yes man, tu vois? Mais dire: «OK, là, il y a une asso qui a l'air cool, j'y vais. Ah bah là, il y a un truc, enfin, semestre à l'étranger, j'y vais». Voilà, être ouvert et être ouvert aux opportunités, en fait et être ouvert aussi au fait que ça va pas forcément aboutir sur quelque chose de super constructif ou quoi, mais être ouvert. Et Et donc, tu as fait ton VIE au Brésil après, donc. oui, voilà, après Valrhona. Le VIE, est-ce que tu peux un peu me dire comment est-ce que tu as su que ça existait et en quoi ça consiste? Alors le VIE, donc volontariat international en entreprise, c'est j'espère que je vais bien l'expliquer. Sinon il y a un site exprès VIE. Mais donc du coup, c'est quelque chose qui est entre guillemets «financé» par le gouvernement français. Et donc pour envoyer des jeunes, alors il me semble, je sais que la limite d'âge c'est 28 ans. Oui, ça doit être ça. C'est 18 à 28 ans, un truc comme ça. Et en gros, c'est pour donc envoyer des jeunes Français dans les entreprises françaises à l'étranger. Et donc comment je connaissais ça? Il me semble que c'est à la fac, ils ont dû nous faire une présentation sur ça à un moment.
Et donc moi, à l'époque, j'avais donc 24 ans. Je travaillais chez Valrhona. Et avec mon mec, on s'est dit qu'on retournerait bien au Brésil. Pour lui, pour son entreprise, c'était bien aussi. Et je me suis dit, ben, soit je me trouve un travail là-bas dans une entreprise brésilienne, ce qui est un petit peu plus compliqué parce que, enfin, ce qui peut être compliqué parce qu'il faut que l'entreprise justifie en fait de t'embaucher à la place d'un Brésilien. Ou alors je trouve un VIE. Et du coup, le VIE, il y en a soit sur le site de Business France, donc ils sont tous répertoriés, les entreprises qui cherchent des VIE, ou tu peux aussi faire des candidatures spontanées. Par exemple, tu travailles pour une entreprise française qui a une filiale au Brésil, et ben, tu te dis, moi j'aimerais bien faire un VIE là-bas, et tu peux essayer de créer ton propre poste. Et ce qui s'est passé, donc j'ai fait des recherches j'ai postulé, je pense, allez, à 50 jobs au Brésil, entre VIE et pas VIE. Et j'ai postulé donc sur le site de Business France pour un VIE. Je te dis, je postulais à beaucoup de choses. Enfin, pas forcément dans le secteur agroalimentaire, food, mais pas que. Parce qu'en fait, mon objectif principal, c'était quand même de travailler au Brésil. Oui. Donc, Et après, il y avait. voilà, et après, Ok. c'est un secteur qui me plaisait super, mais l'objectif principal, c'était quand même le Brésil. Et en fait, un jour, on me rappelle, c'était quoi, en juin 2018. Oui, bonjour, vous avez postulé pour un VIE chez Carrefour, machin. J'étais là, ouais, alors ça faisait genre 1 mois et demi que j'avais postulé, je me souvenais même pas. Et du coup, ils ont retenu ma candidature. Et après, ça a été un processus de recrutement assez long. Ça a pris 2 mois, je pense. Ok. Entre 2 mois, 4-5 entretiens avec différentes personnes de Carrefour France et de Carrefour Brésil. Ok. Pour travailler donc pour le développement de produits et gestion de projets de la marque propre Carrefour au Brésil. Ok. Donc, trop bien, secteur agroalimentaire. Presque. Parce qu'il y avait des produits food, aussi d'autres produits, mais c'était quand même dans la grande distrie. Ça touchait quand même à ce que j'aimais bien. Et puis du coup, je suis partie au Brésil pour 2 ans. Et le VIE, c'est 2 ans maximum. Alors, c'était un contrat de 1 an, renouvelable 1 an, enfin 6 mois ou 1 an, renouvelable jusqu'à... Tu peux faire 2 ans max. Et du coup, c'était vraiment l'aventure, là, pour le coup, parce que... Ouais, j'allais dire, toi, t'en gardes quel goût, quel apprentissage de ces 2 ans-là? Franchement, c'était trop bien. Je conseille à quiconque veut faire un VIE dans n'importe quel pays, je pense que c'est trop bien. Le Brésil, moi j'adore, parce que ça fait 10 ans que j'y vais presque tous les ans. Je connaissais déjà du coup avec mon mari qui est brésilien, donc j'y allais pas toute seule, hein. Je n'allais pas en mode toute seule quelque part au Brésil. Mais je pense que c'est la première fois que j'ai vraiment ressenti le choc des cultures. Enfin, le choc culturel, en fait, en allant travailler quelque part ou même en vivant quelque part. Parce que je suis jamais restée assez longtemps pour le vivre vraiment. Par exemple, quand j'ai fait mon semestre à l'étranger à Berlin. Berlin, c'est quand même pas... c'est pas le même pays, mais je dirais pas que c'est la même culture que la France. Mais c'est quand même pas un choc énorme. J'ai fait 6 mois à Rio de Janeiro pour finir la fac. Mais t'es quand même souvent avec des étudiants étrangers aussi, donc c'est pas exactement pareil que travailler vraiment exclusivement avec des Brésiliens. Le langage, je parle portugais, mais à l'époque, je parlais pas ouf. C'était quand même assez sport tous les jours. Et puis une manière de travailler complètement différente. Une manière même de vivre, en fait, de se comporter, de se parler, qui est vraiment, vraiment pas pareil qu'en France. Ok. Donc c'est déstabilisant ou c'est au contraire assez enrichissant? C'est hyper enrichissant, mais c'est hyper déstabilisant aussi. Et en fait, il faut, je pense, arriver à être hyper résilient et à pas arriver avec ses grands sabots et dire, oh là là, mais personne ne sait travailler, franchement, je peux pas être... En fait, il faut s'adapter. C'est-à-dire, ils t'ont pas attendu pour travailler très bien, ces gens-là. Donc en fait, c'est à toi de te mettre en fait dans leur... de travailler comme ce dont eux ont l'habitude. Tu lâches pas, toi, ce qui marche bien pour toi, mais c'est juste... en fait, on a réunion à 14h30, si personne est là à 14h50 sans donner de news, c'est normal. Ok, parce que j'allais justement te demander un exemple, ça, bien sûr avec beaucoup de bienveillance, mais un exemple de qu'est-ce qui change, tu vois? Les mails, par exemple, au Brésil, tout est... Enfin, du moins chez Carrefour, je peux pas faire de généralité pour tout le Brésil, mais de ce dont j'ai pu parler avec d'autres gens, c'est quand même vachement comme ça. On lit pas ses mails. Ok. Moi, j'allais au bureau de personnes, mais vraiment... C'est une vraie anecdote, donc t'envoies un mail, alors demain on se voit machin, puis tu vois qu'elle te répond pas, puis en fait la deadline arrive, donc tu vas dans l'open space parler à la personne à qui t'as envoyé un mail,
Et t'as vu mon mail, machin, et tu la vois ouvrir sa boîte mail, 14 000 emails non lus, t'es là, ah, ouais, bah non, t'as pas vu. Ah ouais, non, mais désolé, tu sais, les mails, parce qu'en fait, les gens se lèvent et vont se parler. Bah oui. Ok. Et ils se notent leur. Enfin. Et c'était vachement comme ça, donc en fait, il faut le savoir. C'est hyper chiant parce que du coup, On n'est pas habitué. nous, on est très mail, on est très à la ok, c'est dans l'agenda, paf, paf, paf. Et eux, ils vont plus se parler. Donc, il y a vachement de bruit. Ils parlent très, très fort. Bah oui, forcément. Et ouais, au début, t'es saoulé en fait. T'es là, c'est pas vrai. Comment est-ce qu'ils arrivent à bosser comme ça? En fait, tout le monde bosse très bien. Et c'est ça dans plein de petits domaines du travail et de la vie courante aussi. Il n'y a pas d'horaire pour les bufs, par exemple. Ok. Donc, mais en fait, c'est hyper que tu sois en retard quelque part, c'est hyper accepté parce que vu qu'il n'y a jamais d'horaire. Ouais, forcément, tu ne peux pas vraiment anticiper, quoi. C'est ça. Il n'y a pas d'horaire pour les. Enfin, plein de petits trucs comme ça. Ouais, personne arrive, on dit on se retrouve à 20h au restaurant. On n'arrive pas à 20h au restaurant. Genre, arrive à 20h30. Parce que tout le monde sera en retard. Enfin, c'est normal. Et c'est des petits trucs comme ça. Et en fait, au début, c'est dur. Et au final, ça te fait vachement grandir parce que tu t'apprends à vivre d'une nouvelle manière. Et en fait, ça marche très bien aussi. Et Oui, soit t'es tendu comme un élastique. ouais, puis Et tu vis tout mal. Et tu vis tout mal. Et tu es là, mais c'est pas vrai. Comment est-ce que les gens la vivent comme ça? Et rien n'est efficace et machin. Et tu restes en fait dans ta petite bulle de ben, la France, c'est comme ça. Et puis nous, ça marche vachement mieux. Ou alors tu dis, bah, tu sais quoi, je vais m'adapter. Et parfois, ça reste frustrant certaines fois. Donc, par exemple, j'ai vraiment du mal avec le retard. Enfin, c'est vraiment. Ça me saoule. Ouais. Mais j'accepte, hein, c'est pas très grave. Les gens sont hyper tactiles, donc ils arrivent au bureau, ils te touchent vachement les épaules et tout. C'est pas. C'est pas. C'est pas forcément ta façon de communiquer à Ouais, toi. et c'est pas bizarre en fait, parce que moi, tu vois que tout le monde le fait, donc bon, tout va bien. Sans que ça reste malaisant. Hein, Bien des sûr. fois, mais en France, on fait pas. Enfin, On touche pas trop quoi. ouais, dans des gens que tu connais pas trop bien, voilà. ça fait longtemps. Et du coup, ouais, ça a été. Franchement, ça a été 2 ans trop cool. Puis j'ai pu découvrir le Brésil parce que l'avantage du VIE aussi, c'est que tu es quand même dans des conditions de travail. En fait, tu dépends du gouvernement français, comme je disais, tu es payé par le gouvernement français. Donc, tu as quand même un niveau de vie en général qui est bien pour le pays dans lequel tu travailles. Donc, c'est vraiment une opportunité pour pouvoir voyager un peu, pour pouvoir vraiment découvrir en fait le pays dans lequel tu as décidé de t'installer. Donc, ouais, vraiment super. Et je pense que moi, ce que j'en retiens le plus, c'est une capacité d'adaptation à un environnement dans lequel tu n'es pas forcément fait pour être à l'aise. Au final, ben, Un petit lâcher prise, quoi. ouais, un petit lâcher prise. Vraiment, la résilience, je trouve que c'est vraiment un bon mot pour Je pense que on va être amené à en reparler aussi avec la suite. Et qu'est-ce qui te fait partir du Brésil? Alors, Ça va faire du Brésil, c'était 2020. Il y a eu la fin, donc 2020 Covid. Je sais pas si vous vous souvenez. C'est vrai que quand tu m'as dit 2018, 2 ans, j'ai fait. Et en fait, ouais, du coup, le Covid a été géré de manière assez chaotique au Brésil. C'était Bolsonaro à l'époque le président, donc chacun a les vues politiques qu'il veut, hein, mais bref, c'était quand même un petit peu de chantier. Ça mis à part, donc en fait, moi, c'est mon mec qui m'a dit, moi, là, avec ce qui se passe au Brésil, Covid plus Bolsonaro, ça me saoule un peu. Pourquoi est-ce qu'on ne retournerait pas en France? Moi, j'avais la possibilité de rester avec un travail, du coup, local chez Carrefour après mon VIE. Et je me suis posé la question. Et en fait, j'aimais bien ce que je faisais chez Carrefour. Mais en fait, tu sais, quand tu fais un travail parce que t'es là, parce que t'as l'opportunité, mais en fait, c'est pas vraiment un truc qui te fait vibrer. T'en racontes un petit peu la moitié parce qu'il y a une moitié que t'aimes bien, puis une autre moitié où tu racontes pas trop parce que t'es pas hyper fière non plus de ce que tu fais. C'était un petit peu ça, moi, chez Carrefour. Et je me suis dit, qu'est-ce que. Là, j'ai vraiment fait une démarche de qu'est-ce que je veux faire. J'avais 28 ans. Hein. D'accord. Là, je me suis dit, ok, ça fait un peu la meuf qui a une crise de la trentaine et qui me dit, ok, en fait, là, je suis dans un système où j'ai pu apprendre plein de trucs, peut-être profiter un peu et tout, mais est-ce que je fais vraiment ce qui me plaît? Et du coup, j'ai Naïs, justement, qui m'a recommandé un livre, L'Ikigai. Ah bah, oui. Voilà, et j'ai fait ça. Ça m'a trop aidé, ce livre. D'ailleurs, il faudrait que je le refasse, les exercices de l'Ikigai, parce que c'est trop bien. Pour voir un peu, enfin, si ça a un peu évolué. Bah, juste pour donner un peu de contexte, l'Ikigai, c'est un outil que j'aime particulièrement. C'est trop bien. Oui. Parce que c'est un outil qui en fait est constitué donc de 4 grands axes, ce que tu aimes,
ce que tu sais faire facilement, ta zone de talent, ce pourquoi tu peux être rémunéré. Pas forcément que payé monétairement, mais en tout cas recevoir une reconnaissance, souvent de l'argent, mais une reconnaissance, et ce dont le monde a besoin selon toi. Donc surtout tes valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi. Et au niveau de ces 4 axes, il y a forcément des intersections. Et au cœur de toutes ces intersections, on va retrouver ta raison d'être, ce qui te met en joie et ce qui est censé être une phrase qui correspond, pour les puristes, toute ta vie à ce qui devrait te mettre en joie. Et normalement, tu peux être aussi amené à adapter en fonction de tes expériences de vie. Et l'objectif de l'ikigai, c'est que tu sois en début de carrière, en train de t'orienter parce que tu as 15 ans ou à la retraite, que ton ikigai ne change pas, mais que tu puisses l'adapter aux éléments que tu vas poser dessus, dans ce que tu fais, dans les personnes que tu rencontres, entre tes passions, ta mission, ta vocation et ta profession. Et donc, si vous écoutez ce podcast et que vous ne connaissez pas l'ikigai, je vous invite fortement soit à regarder le livre dont vient de parler Clémentine, soit à aller regarder sur Internet, notamment sur Awake, on a pas mal de choses là-dessus. C'est vraiment un outil qui peut vous aider. Ouais, moi ça m'a aidé. En fait, ça a vraiment été un déclencheur. Déjà une prise de conscience et ensuite déclencheur parce que du coup j'ai fait donc je me suis bien fait les exercices et tout. On était confinés donc c'était trop bien. Ah mais grave, meilleur moment. Voilà, et du coup ce qui ressortait, ce qui n'était pas nouveau d'ailleurs, c'était donc entrepreneuriat, enfin un peu aventure, entrepreneuriat, c'était dans cette zone-là en fait. Découverte quoi. Ouais, découverte. Après, enfin, c'était ça qui ressortait en fait comme, j'allais dire comme mission. Je me souviens plus de ma phrase, honnêtement. C'est pas très grave parce que moi je trouve qu'elle est amenée à changer. Pour le coup, j'ai mis 3 ans à trouver la mienne. Ouais. Et je suis pas encore bien fixée quoi. Ouais, et du coup, vraiment, je me souviens plus, mais je sais que dedans, il y avait aventure. Enfin, voilà. Et du coup, c'était un peu écrit noir sur blanc qu'il fallait que, enfin, je me lance dans l'entrepreneuriat. Et à l'époque, j'avais une amie à moi qui travaillait en France dans le secteur cosmétique, Elodie. Et elle aussi avait un peu ce désir-là. Et en fait, moi, à l'époque, il y avait déjà cet intérêt pour gastronomie, food qui sortait même dans l'ikigai. Mais je pense que j'avais besoin en fait de quelqu'un pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense que j'avais pas le courage en fait de me lancer toute seule. C'est dur de se lancer tout Je savais pas par où commencer et tout, alors que mon mec est entrepreneur, enfin vraiment, mais je sais pas. Et en fait, tellement envie de faire ça avec Elodie, du coup, on est rentré en France et avec Elodie, on a lancé un média cosmétique, ça s'appelait The Beauty Nerds. Et l'idée, c'était en fait de retransmettre des informations cosmétiques au grand public sur les ingrédients, les réglementations. Ça s'est transformé en fait au fur et à mesure en e-shop j'allais me demander ça. où on regroupait en fait des marques de cosmétiques. C'est Elodie qui faisait tout le travail de sélection en fait avec plein D'achat, de sélection de produits vertueux, efficaces et tout. Healthy free, vegan, Voilà. Et en même temps d'expliquer, donc moi j'avais fait toute la partie création de notre site de vente et plus gestion des réseaux sociaux. Et donc toi t'étais ce qu'on appelle webmaster. Est-ce que c'était quelque chose que tu savais faire ou t'as appris Pas sur du le tas? tout. Moi pareil, j'ai continué en fait de faire ce que je faisais quand je travaillais avant. C'est qu'en fait j'ai pas un domaine d'expertise. Je suis pas comme Elodie peut être ingénieure en cosmétique ou comme on peut être je sais pas expert en marketing ou enfin n'importe quelle discipline avec un nom. Enfin, moi j'ai toujours fait de la gestion de projet, de la gestion de produit. Donc en fait, je trouve que tu touches un peu à tout, mais il n'y a pas de. Moi je suis expert en gestion de projet, non ça n'existe pas. Enfin, franchement, je pense que sur LinkedIn, si tu regardes, il y en a un. Peut-être que si un jour je recherche un terme, je m'écrirai ça parce que franchement, en fait, c'est que tu bidouilles un peu de tout. Et ce que j'adore faire, c'est trop bien parce que ça te permet de faire plein de trucs dans une entreprise. Et du coup, pour The Beauty Nerd, tout ce qu'il fallait que je fasse, je l'apprenais. C'est-à-dire que ce soit niveau création d'un site, que ce soit niveau gestion comment fonctionnent les réseaux sociaux, parce que c'était quand même une énorme partie de notre visibilité des médias, de montage vidéo, même la compta, la gestion et tout. J'ai fait quelques cours à la fac, mais c'est pas quelque chose que tu pratiques au quotidien. C'est pas inné, quoi. Et du coup, ça, on a fait ça. C'était trop bien. Moi, j'ai vraiment beaucoup appris. C'est là que je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup tout ce qui touchait aux réseaux sociaux. J'adore. Enfin, de la vidéo, tout ce qui est pareil, la création du site, j'ai trouvé ça trop bien.
Une partie d'audiovisuel, en fait, quelque part. Pardon ? Un peu d'audiovisuel, en fait. Ouais, c'est ça. Donc et j'en ai appris énormément. De travailler avec, Élodie aussi, on est 2 profils, hyper différents mais du coup on s'est beaucoup apporté. C'est pas facile au quotidien de travailler avec quelqu'un qui est différent de soi. C'est-à-dire que quand tu as un voix bleu, l'autre voix rouge et du coup c'est énormément de discussions et pareil de résilience, c'est parfois d'arriver à essayer de prendre le point de vue de l'autre, mais ça nous a apporté beaucoup. Je pense qu'on s'est beaucoup complétés et en fait, au bout d'1 an et demi de ça, on s'est rendu compte que déjà notre business model était pas forcément, fonctionnel. Enfin, voilà. Le marché, pas hyper favorable non plus à l'époque et en fait, on a mis fin à notre aventure entrepreneuriale à ce moment-là. Vous aviez combien de personnes qui vous suivaient sur le média? Enfin, c'était... On devait être à presque un peu plus de 2000 je crois sur OK. Insta, Facebook. On a TikTok aussi. Élodie, gérait le podcast. Elle faisait un podcast, elle allait, interviewer des professionnels de la cosmétique et ça c'était hyper quali, ça marchait super bien. Mais en fait, ça marchait très bien. Il y avait beaucoup de pros de la cosmétique qui écoutaient notre podcast. Trop chouette. Et en fait, à la base, nous, c'était pour que des consommateurs lambda l'écoutent. En fait, je pense que ça intéressait, vu que c'était tellement pointu et tellement quali, ça intéressait vachement les gens qui produisaient des cosmétiques. Donc elle gérait ça. Je saurais pas dire à combien ça tournait, ça par contre, je ne sais plus. Voilà. Mais du coup, ouais, ça nous a beaucoup appris. On a mis donc, on a arrêté au bout d'1 an et demi. Là encore, on a souvent ce truc en France de se dire, enfin, en tout cas, c'est très français. Au Brésil, je vois pas du tout ça, aux États-Unis non plus. Donc on essaye une fois l'entrepreneuriat, ça marche pas. Ah bah ouais, mais t'as tenté au moins. Et alors qu'au Brésil, par exemple, on dit oui, mais c'est la première fois que t'essaies en fait. Enfin, tu sais, recommence. Aux États-unis, Tu vas c'est un t'arrêter à peu la comme première ça fois. aussi, c'est genre normal. Enfin. Et on a un petit peu cette idée de l'entrepreneur qui ah bah t'essaies. Et soit c'est le mec sur LinkedIn qui a fait 100 millions de levées de fonds, machin. Soit tu essaies une fois, ça marche pas, bah t'arrêtes et tu vas retournes reprendre dans le directement parcours un classique. salariat. Voilà. Si t'as envie de reprendre le salariat, super. Bien sûr. Franchement, t'as appris plein de trucs. Moi, c'était pas du tout le cas en fait. Même si à la fin, au final, c'était un échec parce que ça n'a pas décollé comme on aurait voulu. Ouais, mais t'avais été piqué un peu. Ça avait été le Ouais, je me suis dit, ouais, ça, j'aime vraiment bien. J'aime vraiment bien le faire. J'ai appris plein de trucs. Je vais continuer. Enfin, je suis dans une disposition aujourd'hui où je peux le faire aussi parce qu'il faut pouvoir. Parce que finalement, donc, comme je te disais, je suis monitrice de ski l'hiver. Donc, ça permet d'avoir un revenu aussi quand j'ai pas de travail salarié. Et du coup, là, j'étais vraiment toute seule pour le coup. On a. Donc, avec Elodie, on arrête. Et là, je me suis dit, bon. Ça a été moins long que quand j'ai fait l'ikigai et tout. Je me suis dit, là, c'était il y a pas longtemps l'ikigai, donc je sais toujours ce que je veux faire. Et là, c'est bon, c'est parti, quoi. Il faut que je me lance vraiment dans quelque chose. Ça t'a mis en action, quoi. Ouais, ça m'a mis en action. Et du coup, je me suis inscrite au CAP pâtisserie en candidat libre. Donc, je voulais pas faire un apprentissage en CFA, enfin en centre, parce qu'en fait, je voulais être flex au niveau de mes horaires pour pouvoir enseigner l'hiver et avoir un revenu. Et ça, c'est hyper important aussi. Ça fait le lien avec l'ikigai, mais je crois qu'on en avait déjà parlé. Que pour pouvoir se donner la liberté de faire pleinement ce que tu as envie dans tes passions, dans ta mission, il faut avoir cette zone de sécurité à travers ta profession. Ouais. Ce qui t'appelle, moi, ce que j'appelle, quand j'en parle avec les jeunes, ton usine à moulin, en fait, qui est le lien entre ce que tu fais facilement et ce pourquoi tu peux être rémunéré. Et que, en fait, si quelque chose ne prend pas d'énergie, parce que tu aimes bien quand même, plus tu peux te faire rémunérer pour ça. Si toi, c'est être monitrice de ski, du coup, tu vas passer peu d'énergie à récupérer du flux, en fait, de l'argent pour te permettre derrière de faire ce que tu as envie. Et ça, c'est top, quoi. Alors, pour le coup, monitrice de ski, je dirais pas que ça me prend pas d'énergie. Parce que avec tous les tafs que j'ai fait, j'ai jamais fait un taf aussi fatigant. Ah, mais c'est hyper physique, hein. Attention. Mais par contre, c'est facile dans le sens où je suis dans une ESF, donc en fait, j'ai pas besoin de me trouver des cours. Si tu veux, tout est fait pour que j'ai du taf. Et c'est pas dur. J'ai pas besoin.
j'ai pas besoin de forcer pour skier, j'ai pas besoin de skier. Enfin, tout est facile en fait une fois que C'est j'en ça fais. que je veux dire par ça te prend pas Donc, l'énergie. Ça te prend voilà. l'énergie physique. Voilà. Par contre, je m'étais dit, ouais, je vais pouvoir m'entraîner en rentrant chez moi le soir, faire de la pâtisserie et tout. Ça, j'ai vite oublié. Voilà. Et parce que j'imagine que t'es pas avec les piou J'y suis. En fait, si tu fais tout, enfin, je fais tous les cours, tous les niveaux. D'ailleurs, les piou beaucoup plus physique que ce qu'on croit. beaucoup plus fatigants, les piou très fatigants. Mais ça te permet, comme tu dis, d'avoir cette liberté un petit peu financière aussi. T'es pas toujours dans le à la guerre pour trouver, enfin pour avoir un revenu. Mon mari, par exemple, qui est entrepreneur depuis que je le connais, il a eu 5 ans de galère, quoi, où il avait pas de revenus, ou alors c'était vraiment à chaque fois pour finir les fins de mois et tout, c'était dur, quoi. Et faut les tenir, hein, franchement, je sais pas comment il a. C'est un mindset, hein. C'est un mindset, vraiment. Et après, c'est vrai qu'on était ensemble, donc en fait, on a toujours eu un peu cet équilibre en couple de, voilà, moi, je paye plus à ce moment-là, et maintenant, enfin, de se soutenir, en fait, dans nos projets entrepreneuriaux à chacun de nos moments de vie. Mais quand même, lui, à l'époque, c'était quand même beaucoup plus compliqué que moi maintenant. Et c'est un mindset. Et c'est une force mentale et une gestion du stress que pas tout le monde a. Et moi, je suis pas sûre de l'avoir à son niveau. Enfin, Et en même temps, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. exactement. Donc, il y a des fois, tu peux tenter l'entrepreneuriat, c'est super. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas ton truc. Merde, t'as tenté, c'est pas ton truc. Comment t'as tenté? Enfin, franchement, vaut mieux ça que toujours avoir un peu dans le coin de la tête et puis et pas y aller. Et en fait, le regretter au bout d'un moment et se dire, ah, c'était peut-être, pas de regret. Moi, franchement, ce qu'on a fait avec Elodie Beauty Nerds, au début, c'est dur parce que tu dis, c'est un échec, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour que ça fonctionne mieux? Et puis en fait, là, 2 ans après, je me dis, mais c'était trop bien, en fait, comme expérience. Et ça m'a tellement apporté et je m'en sers encore aujourd'hui. Je suis contente de l'avoir fait, même si ça n'a pas marché. Et moi, je trouve ça génial parce que... Et puis je m'en sers, en fait. T'as appris plein de trucs, en fait. Ouais, c'est une super école. Quand je me suis lancée dans le CAP pâtisserie, je faisais ma formation en ligne. Et c'est là que j'ai commencé à poster mes entraînements sur Instagram, sur TikTok. C'est quoi ton compte C'est Clem's Kitchen. Clem's Kitchen. Ouais. Ok. Et c'était vraiment, il n'y avait pas d'objectif au début. J'aimais bien faire du montage vidéo. Enfin, bien sûr, t'es contente, tu te dis, j'aimerais bien les gens. Enfin, c'est un peu mentir de dire non, je m'en fous si personne voit la vidéo aussi. T'es content que les gens la voient. Mais ça, en fait, ça a super bien marché. Et ça a pris tout de suite parce qu'en fait, il y a plein de gens, dans mon cas, qui font le CAP pâtisserie en candidat libre. Et ils voyaient mes entraînements et ils étaient, oh putain, et c'est comme ça que ça marche. Et un peu ce côté un petit peu. Comment ça se passe pour s'entraîner chez toi, comment ça se passe une reconversion pro. Ouais. Et j'ai reçu énormément de questions à ce niveau-là. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à poster vachement plus régulièrement et à y prendre goût parce qu'au final, c'est cool, tu crées une communauté en fait qui est hyper intéressée. Et moi, j'ai l'impression que quand tu quand tu me dis, du coup, je fais le CAP pâtisserie chez moi, enfin, en tout cas, en candidat libre, moi, j'ai l'impression, dans ma tête, que ta cuisine, c'est un truc de ouf avec des robots partout, avec un maximum de matériel, que tu as toutes les petites douilles qu'il faut. Ouais, alors, je vais pas mentir, tu as quand même un investissement pour faire chez toi, tu as quand même un investissement matériel à la base qui est pas négligeable. Ouais. Tu n'as pas une cuisine pro, hein. J'ai une cuisine avec un four. J'ai un truc qu'il te faut, c'est un robot pâtissier. Pas ça, de toute façon, tu passes le CAP, franchement, tu peux pas ne pas en avoir. Ok. Et en fait, plus ça va, plus tu achètes de trucs parce que t'aimes bien, parce que t'apprends, puis tu dis, ah bah tiens, cette forme-là, je l'ai pas et tout. Mais il te faut en fait un truc de base, donc c'est-à-dire ton robot pâtissier, ton 2-3 cercles à entremets, cercles à tarte, des poches à douilles, des douilles. Il n'y a pas besoin d'avoir 20 000 trucs non plus, parce qu'en fait, au final, ils te demandent une mallette de pâtisserie pour passer le CAP final. Tu dois arriver avec ta mallette et ton équipement. Petit équipement, hein, le gros équipement est fourni, mais... Et en fait, tu te rends compte que c'est pas tant de trucs que ça. Mais en bossant chez toi, et en fait, si t'es là-dedans, c'est que t'aimes bien. C'est quand même des reconversions ou des choix de carrière qui sont de passion, entre guillemets. Donc en fait, tu vas investir dans des nouveaux trucs, tu vas investir dans des moules, dans des trucs, parce que c'est un truc que t'aimes bien. Mais à la base, il n'y a pas forcément besoin d'avoir trop de trucs non plus. C'est juste qu'après, faut aussi, quand tu fais chez toi, il faut gérer tout ce qui est ingrédients.
Et en fait, en fonction de tes fréquences d'entraînement, bah, ça peut vite monter. Ouais. Donc, Oui, tout ce qui va être amandes, pellet de chocolat. ouais, voilà, les trucs un peu chers. Donc, bah, en fait, moi, je m'entraînais pas toute seule, hein. J'étais avec une plateforme de formation en ligne. Ouais. Donc, eux, ils ont des partenariats avec Métro et tout. Donc, ça t'aide financièrement, mais c'est quand même un petit budget. Ok. Ouais. Et donc, du coup, toi, tu fais grandir ta communauté sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Et est-ce que tu as, je dirais, un petit peu le Saint Graal qui finit par arriver, je sais pas, Tefal ou Moulinex qui te dit tiens, est-ce que tu veux pas le partenariat? Franchement, j'aimerais trop. C'est un peu l'objectif aussi. Là, du coup, Ouais. j'en suis à une communauté sur Instagram et sur TikTok de 30 000 personnes. Waouh, bravo. Ça, merci. C'est de la micro-influence encore. Ouais. Mais C'est cool quand même. Eh, c'est quand même un sacré. C'est un demi-staff. Hein. c'est du monde quand même. C'est du monde. C'est vraiment. Et puis, c'est beaucoup de travail, mais c'est trop cool. Et du coup, en fait, là, bah, l'idée, j'ai fait un partenariat, par exemple, avec la plateforme de formation avec laquelle j'ai passé mon CAP pâtisserie. C'est YouSchool ou You- Upschool. Ok. C'est super. Voilà, si vous avez besoin d'infos, il y a un lien dans ma bio. Je pourrais remettre le lien dans la bio du podcast. Et du coup, j'ai un partenariat avec eux pour en fait les mettre en avant parce que, ben, pour le coup, je les mets en avant avec plaisir parce que moi j'ai adoré. Je trouve que la formation est hyper quali. Et en fait, l'idée, c'est donc avec ce business en fait d'influence, c'est voilà de trouver des marques que moi j'aime bien, qui m'aiment bien, qui aiment bien ce que je fais, pour pouvoir avoir des partenariats comme ça de mise en avant. Enfin, c'est vraiment l'idéal. Mais il n'y a pas que ça comme business model. Enfin, quelque chose qui, là, je fais des gâteaux donc pour des gens que je connais, des connaissances, parce que pour faire des gâteaux en fait en commande depuis chez soi, il faut avoir une cuisine aux normes, ce qui est possible à avoir, hein, mais ça demande quand même quelques modifications et tout. Moi, c'est pas le cas pour l'instant. Donc en fait, c'est pas un business. Mais si tu veux en faire un business, ben, pourquoi pas soit modifier ta cuisine chez toi, ce qui peut être compliqué, ou alors tu loues une cuisine partagée en ville, ça s'appelle des dark kitchen, ça se fait vachement. Ok. Donc ça peut être une possibilité en fait de business model que j'ai étudié, que j'ai pas mis en place pour l'instant, parce que je suis tombée enceinte au moment où j'ai eu mon CAP en juin 2024. Et donc là, je vais pas commencer à louer une cuisine, j'accouche ce mois-ci. Et à un moment, je veux bien faire plein de trucs en même temps, mais là, ça va faire Ça beaucoup. semble conformé. Voilà, mais pourquoi pas, d'ici Ouais. quelques mois, en fait. C'est pas Ouais. du tout exclu, parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire aussi, des commandes un peu Trop sur commande. Ouais. T'as tout le business aussi, pourquoi pas avoir un site un peu plus épicerie, des trucs que tu peux envoyer par courrier. Il y a vraiment, tu peux faire des formations, peut-être des ateliers. Ouais, t'as plein de trucs en tête. C'est vraiment plein de trucs qui sont possibles à faire. Et ce que m'a appris la première expérience en entrepreneuriat que j'ai eue avec Elodie, et aussi ce que je vois de tous les entrepreneurs que je connais, c'est bien d'avoir une idée en tête et de vouloir aller vers quelque chose en entrepreneuriat, mais il faut pas te bloquer sur cette idée et te dire qu'en fait, tu mets en place plein de trucs et en fait, ça va peut-être bifurquer. Ce qui va avoir du succès, c'est pas forcément ce que toi tu penses à la base. Et donc, mets plein de trucs en place et va vers ce qui fonctionne le mieux. Toujours que ça reste dans ce qui t'intéresse. Bien sûr, ouais. Mais tu sais pas, moi ça se trouve, là je me dis, ouais, faire des commandes, ça marche trop bien, alors qu'en fait c'est plus l'influence qui marche pas. Enfin, juste pas se bloquer avec une idée et vouloir la faire fonctionner à tout prix quand en fait il y a tous les indicateurs qui te montrent que c'est pas ça qui marche, alors que quelque chose d'autre peut très bien marcher. Et je pense que ça marche, c'est applicable dans plein de domaines de la vie, cette logique. Pas forcément. Je retrouve la vision gestion de projet là. Oui. La vision, ouais. À garder un petit peu un pilotage en simultané de qu'est-ce qui fonctionne, hop, qu'est-ce que mes indicateurs, Ouais. ok, on va par là-bas. Et donc toi, t'es plutôt, en tout cas maintenant, dans une vision de 360. C'est ça. Je regarde où ça me mène et j'y vais. Voilà, c'est ça. Tout en fait, ce qu'il faut juste, c'est rester, on va dire, en mouvement. C'est-à-dire de ne pas s'arrêter, de se bloquer. Donc là, moi, le truc le plus compliqué pour moi en ce moment, c'est, entre guillemets, être enceinte. C'est trop bien, hein. J'adore, je suis trop contente. C'est juste qu'il faut arriver à faire ça et en même temps à gérer un projet qui démarre. Et en fait, d'accepter que ça aille moins vite que ce que j'avais moi imaginé. Parce que j'ai plein de trucs à mettre en place, j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de trucs. Mais en fait, je peux pas forcément tout le temps. Ouais. Là, ça devient
même cuisiner, ça devient compliqué avec mon ventre énorme. Mais c'est que passager. Voilà. Ça Et donc toi, tu prend le vois beaucoup de temps. pas du tout comme ouais, là, je suis enceinte, donc je ne peux plus être entrepreneur. Non, pas du tout. Pas du tout un Et frein, en quoi. plus, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu d'être enceinte. Donc, Ouais. pour le coup, il faut arriver aussi à avoir, à mesurer un peu les. Non, mais c'est important de le dire parce que tu Voilà. vois, autour de moi, j'ai beaucoup de jeunes filles qui sont plus jeunes que moi, mais en tout cas et de jeunes hommes d'ailleurs, qui n'envisagent pas du tout le fait d'avoir une famille parce qu'ils se disent, oh mon Dieu, ça va complètement sacrifier toute ma vie. Et je trouve ça intéressant d'avoir des témoignages aussi qui disent, Je pense que ça dépend de ta situation aussi. Enfin, tu vois, ça dépend de comment. Est-ce que tu es tout seul? Est-ce que tu es en couple? Est-ce que. Il n'y a pas une situation. non, mais entendre tu vois différents ce que je veux dire? témoignages, je trouve ça Voilà. intéressant. Et moi, je dis ça maintenant parce qu'aujourd'hui, ça va. Il y a des fois, je suis dans mon lit le soir, je suis oh my god, mais quelle connerie, je devrais tous arrêter. Enfin, parce que je panique un peu, mais au final, tu trouves des solutions. Il faut accepter de le faire en faisant, en fait. De pas vouloir maintenant, ah non, je vais faire comme ça, puis d'ici 2 mois, je ferai ça, puis en fait, d'ici 3 mois. Enfin, non. Tu sais pas comment ça va être. Résilience, en fait. Non, mais résilience, parce que je sais pas, ça se trouve. Mon bébé dormira super bien dès le départ, et puis en fait, tu vas que chialer pendant 1 an et je pourrais pas dormir. J'en sais rien. Bah, t'es pas tous qu'on allait faire un stage au Brésil Mais ouais, tranquille. d'accepter et c'est vraiment dur d'accepter l'inconnu comme ça et de se dire comment est-ce que je vais arriver à m'organiser, comment est-ce que je vais arriver à. Je veux mettre tout ça en place. J'ai un exemple. J'avais un projet en cours avec une maison d'édition là. Et en fait, il m'avait donné une deadline pour juin. Et j'étais là, ouais, pas de problème. Et en fait, en y repensant, j'étais, mais attends, juin, j'accouche en mars, ça fait chaud quand même, avec un nouveau-né. Et là, je me suis dit, ouais, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, j'aurai pas le temps de produire en fait tout le contenu que je dois produire, et pour une maison d'édition, et en plus sur les réseaux, avec un nouveau-né. Seul, c'est chaud. Seul, c'est chaud. Mais mon mari travaille aussi. Enfin, c'est pas comme si je pouvais lui. Et en fait, mon enfant a moins de 3 mois. Donc, c'est pas. Tu peux pas le mettre à la crèche. Même, tu vois, même si t'avais par exemple un stagiaire ou comme voilà. Et encore, moi, Ouais. même avec un stagiaire, j'en suis pas dans un moment d'entreprise où tu es tellement installé que tu délègues. ouais. Tu vois, moi, j'arrive pas à me déléguer des trucs. Moi, je sais jamais ce qu'il faut que je fasse. Donc, Et là, je me suis dit, en fait, ok, tu sais quoi, on va décaler la deadline de 6 mois. Et ce serait très bien. Et j'aime bien aller vite, j'aime bien que les choses avancent vite et tout, mais là, en fait, il a fallu un moment aussi prendre une décision que j'étais pas forcément hyper contente à la base, puis au final, ça me donne beaucoup plus de sérénité vis-à-vis de mes projets et bébé et pro maintenant. Et j'ai une question, enfin j'en ai deux. La première, c'est comment donc toi qui as découvert un peu les réseaux sociaux, comment ça fonctionne, en tant que métier, qu'est-ce que tu as pensé de ce métier-là, de produire du contenu, de finalement ton boss c'est l'algorithme, quelque part. Qu'est-ce que toi t'en penses, que tu es à l'aise avec ça? Est-ce que tu as mais bon, c'est comme ça, donc c'est dur. Le premier truc que je peux dire, c'est que c'est dur. Et qu'on se dit, oh, c'est juste du montage vidéo, machin. Non, c'est vraiment un métier et ça prend un temps de fou. Et ça peut être en fait hyper frustrant parce que ça prend énormément de temps en fait de produire du contenu de qualité pour les réseaux. Alors moi, dans mon cas, c'est des vidéos de recettes que je fais. Donc déjà, il faut que je produise la recette. Donc tu as tout le travail en amont de qu'est-ce que je vais... Que ce soit pour une recette ou pour quand même beaucoup de gens qui font du contenu sur les réseaux, il faut penser à ce que tu vas faire en amont. Et donc c'est beaucoup de travail en amont, beaucoup de travail d'enregistrement, beaucoup de travail de montage. Et parfois pour vraiment pas beaucoup de résultats. En fait, pour peu de vues, et en fait, faut pas lâcher. Ça demande énormément de force, de volonté en fait pour continuer sans lâcher, parce que ça peut en fait ça peut ne pas marcher pendant longtemps. Et c'est beaucoup d'efforts en fait parfois pour t'as l'impression pour rien. Et au final, moi je le vois maintenant, certaines vidéos qui au départ n'avaient pas très bien marché, ou même qui après ont pas bien marché pour plein de raisons. Maintenant j'ai beaucoup plus de vues dessus, des gens qui y vont parce qu'ils me connaissent, ils vont un peu scroller dans mon feed et ils les trouvent intéressantes. Donc en fait c'est pas du contenu que j'ai fait pour rien, c'est juste qu'à l'époque c'était pas le retour sur investissement n'était pas immédiat quoi.
Et je trouve que c'est ça qui peut être très frustrant sur les réseaux, c'est de voir en fait que tu veux avoir la visibilité, tu veux buzzer un petit peu, rien n'y fait quoi. Et ça c'est dur. Ouais. Parce que tu comprends pas pourquoi. Tu comprends pas pourquoi. Parfois tu fais une vidéo, tu fais un peu le même... une vidéo qui marche très bien, t'en refais une qui a un peu le même style, tu suis le même schéma. Ça marche vachement moins bien. Ouais, il faut arriver aussi à identifier, je pense, parce que l'algorithme, parfois, peut être ingrat, mais aussi, il te donne quand même pas mal de bons indices sur ce qui fonctionne. Et moi, par exemple, j'arrive maintenant à identifier des formats vidéo et des sujets qui marchent bien. Donc, il faut aussi suivre ça. Voilà. Moi, je sais que, par exemple, les vidéos de montage de gros gâteaux, les layer cakes, je sais pas pourquoi, j'adore. Moi, j'adore aussi en faire, donc ça tombe bien. Mais je sais que ce genre de vidéo fonctionnera bien. Donc ouais, c'est un peu les deux, pas se décourager quand ça marche pas, même quand ça marche pas pendant longtemps. Et aussi arriver à identifier pourquoi ça marche des fois. Et pourquoi des fois... Enfin, ce qui marche et essayer de reproduire en fait quand ça marche. Et donc toi, t'es toi-même consommatrice de contenu? Ouais. Bah, beaucoup toujours de contenu de cuisine. Pour le coup, t'as beaucoup de gens qui disent ouais, moi j'enregistre toujours plein de recettes que je fais jamais sur Insta. Normal, alors il y en a tellement. Coupable là, j'en fais quand même beaucoup. J'ai fait, j'ai toujours. J'adore enregistrer beaucoup sur TikTok les recettes. Ouais, je consomme. C'est beaucoup du contenu food quand même. Je vais vachement apprendre de trucs. Quand j'ai besoin d'une technique en fait de pâtisserie ou quoi. C'est pas rare que je cherche sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, je trouve vraiment des gens qui en donnent. Notamment quand j'ai commencé à faire des gros gâteaux gâteaux de mariage, trucs comme ça, où c'est pas facile le montage, pour avoir un truc qui tienne et qui ne s'écroule pas. J'ai appris, j'ai pas envie de dire presque exclusivement sur les réseaux, mais beaucoup. Parce qu'il y a plein de gens qui donnent un peu des mini masterclass. Donc je trouve qu'il y a quand même énormément de contenu hyper quali pour apprendre plein de trucs. Donc ça, c'est cool. Et puis après, j'en consomme comme tout le monde, du contenu marrant, d'humoriste et tout. Mais finalement, en fait, j'y passe moins de temps maintenant à regarder du contenu qui n'est pas en rapport avec ce sur quoi je suis. Parce qu'en fait, aussi, une fois que j'ai posté et que j'ai regardé un peu mes recettes et tout, je fais autre chose parce que sinon, je passerai ma vie dessus. C'est vraiment hyper énergivore, ouais. Et ça sera un peu les dernières questions que j'avais. Toi, dans le fait d'avoir une communauté qui te suit, c'est quoi ton émotion par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te stresse ou qui te galvanise un peu? Alors, ça me stresse pas parce que, en fait, tous les gens qui me suivent, avec qui j'échange, ils sont trop sympas. Genre, c'est vraiment des super échanges. Les questions que je reçois, c'est beaucoup de demandes de conseils ou sur la reconversion pro ou sur des techniques de pâtisserie. Alors, des fois, je donne des conseils. Je suis loin d'être une prof hyper expérimentée et tout. Mais s'il y a quelque chose que j'ai déjà fait qui a marché et que je peux apprendre à quelqu'un, pourquoi pas, j'ai pas du tout de problème à ce niveau-là. Et c'est trop bien parce que c'est énormément d'entraide et c'est hyper, pour le coup, c'est hyper bienveillant comme communauté que j'ai. Donc c'est trop bien. Et ça me motive en fait vraiment parce que je vois que j'analyse vraiment le contenu qui intéresse et qui intéresse moins, les questions qu'on me pose pour essayer d'y répondre. Et mon but, c'est vraiment d'essayer de monter en fait quelque chose qui va servir, donc qui est cool à regarder. Parfois c'est juste du divertissement, t'aimes bien regarder un petit peu le vlog de la création d'un gâteau, d'un entraînement et tout, ça je comprends aussi, mais d'avoir quelque chose avec une valeur ajoutée derrière qui peut soit aider quelqu'un qui est en formation, qui est en reconversion, soit donner de la confiance à quelqu'un qui a un peu du mal pendant sa formation pâtisserie, soit dire voilà, j'ai envie, mais des trucs tout bêtes, mais j'ai un gâteau d'anniversaire à faire pour mon fils ce week-end, je sais pas comment m'y prendre. Voilà, moi j'ai une vidéo, un article, un truc qui peut aider, trop bien. Et c'est motivant plus qu'autre chose. Et puis je me suis rendu compte aussi par exemple que cet été, donc les 3 premiers mois de ma grossesse, moi j'étais au bout du rouleau. J'avais des nausées et tout, j'arrivais pas à cuisiner, mais vraiment c'était horrible. Du coup j'ai rien posté. Mais j'ai rien posté de début juillet à genre mi-septembre, 0. Et je me suis dit, en fait... J'avais perdu tout le monde. Tout le monde, ça y est, je suis disparue des réseaux, tout le monde doit se demander où je suis. Non, tout le monde s'en fout, personne se rend compte que t'es pas sur les réseaux. Et en fait, ça repart comme... il n'y a pas d'impact, il n'y a pas... parce qu'aussi, j'ai une petite communauté, j'ai pas 3 millions de personnes qui me suivent. Ouais, mais plus communauté active. Oui, chouette. Mais je pense que quand
quand t'as vraiment une énorme communauté, que tu postes pas pendant plus d'une semaine ou quoi, les gens se disent, oh là là, enfin, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est pas du tout le cas. Mais tu peux aussi, enfin, je suis pas dans une dynamique où si j'arrête de poster pendant un petit moment, ce qui va être un petit peu le cas là, parce que je pense que je vais pas m'amuser à faire des vidéos tous les jours après avoir accouché, c'est pas très grave. Il faut Pas de pression. pas de pression, et puis, comme je te dis, j'ai pas une communauté qui me stresse. Ok, trop bien. Trop bien. Donc, c'est trop cool. Et ça me motive juste à produire après du contenu qui est, qui a une valeur ajoutée pour ceux qui me suivent, en fait. Ok, ça marche. Donc toi, ce que tu vois un petit peu pour la suite de tes projets, c'est finalement de tester plein de choses Ouais. et de voir qu'est-ce qui te plaît le plus et qui marche le plus, un peu Voilà. un bon équilibre entre les deux. Voilà, arriver à voir, comme tu disais un petit peu sur l'ikigai, tu arrives à voir ce qui te plaît le plus, ce qui marche le plus, ce qui arrive là où tu arrives à attirer une rémunération aussi. Parce qu'il faut pas se leurrer, l'entrepreneuriat, il y a un moment, c'est super de faire quelque chose de passion et tout, qu'il faut que tu arrives à en vivre. Enfin, Il faut un business model. un business model, il faut, et surtout au début, il faut que tu arrives à te payer, que tu arrives d'une manière ou d'une autre à gagner ta vie. Parce que sinon, Mais c'est vrai qu'en discuter avec mon conjoint au jour, je trouve que on a un peu ce truc en France où on n'ose pas trop dire qu'on peut gagner de l'argent avec quelque chose. Et moi, en ayant fait un parcours ingénieur, vraiment, j'ai mis, je pense, à la fin de mes études, j'ai compris qu'il fallait des gens pour vendre. C'est-à-dire que pour moi, tu étais ingénieur, tu concevais par exemple un cosmétique ou tu concevais un logiciel et les gens allaient te l'acheter. Parce que c'est pratique. Non, il faut que tu pas du pour tout vendre. Ouais. compris. Et on a un peu ce truc d'idéologie de l'entrepreneuriat, mais oui, il faut vivre de ta passion. Ouais. C'est super, hein. Ouais, Mais c'est bon, top. la passion, faut que ça paye derrière. Parce Et- qu'en fait, t'es une personne qui a un loyer, qui a des courses à acheter. Et en fait, il y a un moment où si tu n'arrives pas à te rémunérer et tout, il faut revoir ton business model, il faut revoir peut-être ton rêve, il faut aussi arriver à adapter à ce niveau-là. Parce que Et puis c'est quand même plutôt chouette de dire que tu as réussi à vendre des choses que les gens ils ont envie d'acheter. Et c'est c'est clair. pas de l'arnaque, quoi. C'est clair. Mais moi, par exemple, je prends l'exemple du seul truc qui, pour l'instant, que je mets en avant en collaboration commerciale, c'est donc la formation YouSchool. Je suis trop contente si les gens s'inscrivent et de mettre ça en avant et que je sois rémunérée, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose, je crois dans la formation, je crois dans ce produit, et j'espère pouvoir mettre en place un business model où, que ce soit au niveau de l'influence, je mettrai en avant des marques que j'aime bien Des tips que tu aurais aimé avoir. Ouais, voilà. Et si jamais je décide de faire je sais pas, de monter un cours, n'importe quoi, c'est pas de vendre quelque chose, c'est pas de l'arnaque, c'est que tu as créé quelque chose avec de la valeur ajoutée qui mérite une rétribution. Enfin, il n'y a pas du tout de... C'est comme ça que fonctionne les entreprises. C'est comme ça que ça fonctionne, mais bizarrement, on a du mal à le dire. Et je pense que ça, c'est hyper important à souligner aussi pour ceux qui savent pas trop vers quoi s'orienter. Ouais. On a besoin de commerciaux autant qu'on a besoin de gens pour créer du contenu. Ça peut être les mêmes. Ça peut être les mêmes, ça peut être différent, mais oui, il faut trouver cet équilibre-là. Donc, Ok. On va arriver vers la fin du podcast. Pour toi, Clémentine, c'est un peu quelles sont les personnes connues ou fictives qui, dans ton quotidien, seraient des rôles modèles pour toi? Maintenant ou avant? Ok. Dans mon quotidien, tous les jours, il y a mon mari, que je dis encore. Lui, ça a été vraiment... C'est mon exemple un peu d'entrepreneur qui lâche rien. Parce que depuis que je le connais, depuis 2014, il entreprend. Donc son entreprise a fait 10 000 virages. Et aujourd'hui, il a 40 employés. Enfin, vraiment, ça a pris un tournant à un moment. Mais c'est vraiment parti de zéro. Et c'était beaucoup de... Je dis pas qu'on doit galérer pour être entrepreneur, c'est pas le problème. Mais c'est pas une nécessité. Mais il a vraiment cette capacité de résilience et de rien lâcher. Et de se remettre en question et de repenser toujours ses projets. Donc au quotidien, c'est inspirant. Et c'est aussi vers lui que je vais aller pour demander des conseils. Voilà. Ma mère aussi. Ma mère qui est chef d'entreprise et qui a pu... qui a monté 2 boîtes vers ses 30 ans. Et qui, là, repart à la retraite. Donc voilà. Mais je pense que ça a été en fait, ça a été...
je dirais pas que c'est un modèle du quotidien maintenant, mais ça a été en fait pendant toute mon enfance et mon adolescence et ma vie de jeune adulte. Qui d'autre? Je pense, j'ai pas du tout. Mais J'essaie de penser à des personnes, des chefs d'entreprise que je connais qui m'ont inspirée. Là tout de suite c'est un peu cliché, mais je pense à, j'ai vu enfin on parle beaucoup des des milliardaires, on va dire en ce moment, pas en très bien d'ailleurs, enfin tu vois tout ce qui se passe aux États-Unis et tout, et du coup j'ai vu une interview hyper courte de Bill Gates il y a je sais pas 2 semaines, et donc c'est un peu l'entrepreneur à succès que tout le monde connaît. Et en fait, son interview m'a fait plaisir parce que dans ce climat, en ce moment un peu de peur, c'est un peu angoissant, trop de ce qui se passe aux États-Unis et tout. Enfin, perso, j'étais là, ok. Je trouve que ça fait plaisir de voir un entrepreneur, enfin, chef d'entreprise, du coup. oui, on peut dire qu'il est chef d'entreprise On maintenant. peut dire qu'il est chef d'entreprise, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est assez inspirant dans le sens où il veut faire le bien, tu vois. C'est vraiment quelqu'un qui a un discours posé, qui investit quand même sa fortune dans des causes, en fait, qui font sens. Et je trouve qu'on a vachement diabolisé ces chefs d'entreprise à énorme succès. Donc, c'est Elon Musk, tous ceux qui étaient pas dans les news là, récemment. Et il n'y a pas que des gens comme ça, en fait. Tu peux aussi être chef d'entreprise et avoir vraiment une valeur ajoutée énorme pour la société. Et du coup, je trouve que ça fait plaisir parfois de se rappeler qu'il existe aussi des gens comme ça. Ça montre un chemin qui est possible et qui existe. Et c'est tellement plus facile de l'intégrer et de le faire. Voilà, alors je dis pas, enfin voilà, il a eu son chemin et c'est pas quelque chose que, bien sûr, que beaucoup de gens ont réussi à accomplir, mais ça fait plaisir en fait, de voir quelqu'un comme ça parler et qui a l'air normal, en fait, il a l'air, ouais, et ouais, posé, et puis à vouloir en fait faire le bien autour de lui. Je trouve que c'est assez inspirant en tant que chef d'entreprise. Ok, mais merci. Car quoi, si du coup on veut te suivre, si on veut regarder tes recettes, si on veut avoir de tes news, vu que tu vas lancer des choses, comment est-ce vers quoi on peut te suivre? Instagram, du coup, Instagram, TikTok. C'était les mêmes, Clem's Kitchen, je mettrais... Je dis ça, mais non, c'est Clem's Kitchen FR. Il y a un tiret, parce que Clem's Kitchen était déjà pris. Clem's Kitchen, tiré-du-bas, FR. Ok. Et je suis en train de travailler sur un site, du coup, qui serait plus blog, je suis trop sur le réseau, blog pour l'instant. Et pour l'instant, c'est ça. Ok. Voilà. Et ce sera probablement le même nom, le site. Je vais pas changer et faire plein d'autres noms. Donc, ok. Et écoute, merci beaucoup pour ce moment. Et puis, j'ai hâte, si jamais tu ouvres une épicerie, de venir commander tes biscuits. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'était trop cool. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et j'espère surtout qu'il vous aura inspiré. Vous l'aurez compris, on peut tous devenir le rôle modèle de quelqu'un et on peut tous inspirer quelqu'un autour de soi. Alors continuez à cultiver votre unicité, continuez à cultiver ce qui vous plaît et ce qui vous intéresse et surtout, partagez-le. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à l'écouter, le réécouter. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou lui mettre une bonne note sur votre application de podcast, c'est important. Et surtout, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Instagram Be Awake, on est aussi sur TikTok, Be Awake, et sur Facebook, LinkedIn. LinkedIn, c'est là où vous pourrez retrouver des articles de blogs qui sont sur notre site internet. Donc je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.